Cette histoire est cruciale. Pourquoi, Marianne Massin? Alors, dans l'histoire de Rivette? Dans l'histoire de Rivette ou celle de Balzac. C'est le rapport, en fait. Il y a plusieurs éléments qui sont vraiment importants, me semble-t-il. Le premier élément, c'est d'abord la présence d'Emmanuel Béard. Et c'est la présence d'un corps, c'est la présence d'un modèle, c'est la présence de Gillette dans la nouvelle de Balzac, qui est bien plus compliquée dans l'adaptation assez libre qu'en a fait Rivette, mais très très soigneuse en même temps, puisque ce modèle va se démultiplier en quelque sorte, hein, puisqu'il y a d'abord sa propre femme, et que dans l'histoire dans la version de Rivette, au fond, c'est Élise, la femme de Frenofer, qui était d'abord le premier modèle, et Marianne, puisque c'est c'est le nom du personnage là, qui accompagne Nicolas Poussin, en fait, Nicolas, il est ainsi nommé, va prendre la place de Lise progressivement. Et c'est donc la confrontation ici aussi à une chair vivante, à un modèle vivant, à une personnalité vivante. Donc ça, c'est le point important, c'est-à-dire le passage qu'on avait de l'inspiration par le divin, de l'inspiration par un monde extérieur, par un monde céleste, par un monde transcendant, devient une inspiration de l'intérieur par un corps, et par un corps qui résiste, et qui va falloir ployer, et qu'il va falloir réduire. La mission de l'art n'est pas de copier la nature, mais de l'exprimer. Tu n'es pas un vil copiste, mais un poète, s'écria vivement le vieillard en interrompant Porbus par un geste despotique. Nous avons à saisir l'esprit, l'âme, la physionomie des choses et des êtres, les effets, mais ils sont les accidents de la vie, et non la vie. En somme, donc, ce que l'inspiration traquerait, c'est pas la nature naturée, au sens, c'est pas l'objet tel qu'il est créé, mais c'est la nature naturante. Voilà. La réalité telle qu'elle se produit elle-même. On retraduit un mouvement quand on peint quelque chose, plus qu'un objet. Et on essaye de saisir la quintessence de ce mouvement et de ses personnalités aussi. Puisqu'il y a vraiment tout un travail à l'intérieur de la proposition de Rivette sur le temps de pause du corps de Marianne et sur le fait d'arriver à extraire la quintessence de sa personnalité et de ce qu'elle est par rapport à son corps aussi et à ce qu'on lui impose. Mais là, il y a une autre, si je peux me permettre, il y a une autre dimension que je trouve extrêmement intéressante et qu'on pourrait mettre en rapport avec ce qu'on vient de voir des toiles de Poussin, c'est qu'ici, on a une muse apparente qui serait le modèle. Or, en fait, on sait que Rivette a travaillé, évidemment, par rapport à la nouvelle de Balzac. Et il fait dire à Frenofer que l'idée de ce tableau, qu'il réintitule La Belle Noiseuse comme dans le travail de Balzac, l'idée de ce tableau lui est venue de la lecture de Catherine Lescaut, de la biographie de Catherine Lescaut, la belle courtisane que voulait peindre Frenofer dans la nouvelle de Balzac. Absolument. Or, cette Catherine Lescaut, c'est une fiction de Balzac. Autrement dit, la véritable muse, ici, elle est beaucoup plus balzacienne. Donc il y a aussi, on retrouve exactement ce que j'essayais de suggérer tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée que l'inspiration de Rivette viendrait au moins autant de Balzac et Balzac de Poussin, en quelque sorte, qu'on serait ici bien dans cette direction intra-humaine et dans cette capacité de se ressourcer aussi à l'intérieur d'un monde culturel. Et puis être inspiré par des livres, c'est aussi une façon, Marianne Massin, de situer l'inspiration justement à mi-chemin du matériel et de l'immatériel, de la corporéité d'un livre et en même temps... Et de la corporéité des chairs, ici, qu'on vient de voir, hein, de la splendeur d'un corps. Et puis de la traduction presque spirituelle que l'art est capable d'en fournir. Et du rapport au monde. Vous vous souvenez de Merleau-Ponty dans L'œil et l'esprit, hein, il faut prendre... Ce qu'on appelle inspiration devrait être pris à la lettre. Il y a vraiment inspiration et expiration de l'être. Respiration dans l'être. Action et passion si peu discernables qu'on ne sait plus qui voit et qui est vu, qui peint et qui est peint. On dit qu'un homme est né à l'instant où ce qui n'était au fond du corps maternel qu'un visible virtuel se fait à la fois visible pour nous et pour soi. La vision du peintre est une naissance continuée. Est-ce que cette expression de naissance continuée vous semble peut-être résumer ce qu'on essayait de saisir en parlant de spontanéité dans l'inspiration? De naissance, oui, ça serait une très belle façon de rassembler un petit peu tous les éléments et de reprendre aussi le schéma physiologique de l'inspiration qu'il faudrait jamais oublier. Inspiration, expiration. Voilà, on inspire l'air et on l'expire. Et je pense que peut-être pour ça, on pourrait regarder le petit Parmigiani, la photo qu'on a ici. Voilà. Ah oui. Elle est, attendez, elle est ici, je pense. Voilà. Enfin, je dis petit, c'est une photo. Donc, c'était d'abord une performance qui a été faite en 1972. Mais je trouve qu'ici, il y a une très, très grande beauté de la chose, dans la mesure où il a copié, en fait, il a fait prendre la posture du scribe du Louvre. Et c'est donc quelqu'un qui est entièrement recouvert de hiéroglyphes, comme on le voit, et qui a une tablette vide, vierge en tout cas, sur les genoux.
Et on peut tout à fait ici voir ce rapport de la passivité et de l'activité, c'est-à-dire au fond, et de cette respiration quasi physiologique. On inspire les textes écrits, la culture, comme on vient de le voir dans les toiles qu'on a déjà regardées et dans les propositions qu'on a déjà faites. Et on est ici dans cette espèce de moment du suspens pour savoir si oui ou non quelque chose pourra se réécrire. Et donc là, il y aurait bien quelque chose d'une naissance continuée, d'une tradition. Donner à chaque instant la densité d'une mémoire. Mais oui. Là, on a une photo de Jim Harrison que j'adore, une photo de Richard Schroeder, une photo admirable. Jim Harrison est dans une cave à vin. C'était il y a 10 ans, et j'adore cette photo parce que. Et dans une cave à vin, et son nez lui-même. Voilà, le nez lui-même dans une cave à vin, il absorbe le liquide. L'œil est mutin, oui. Il brille, il est heureux, in vino veritas. Il est effectivement dans l'ordre typique, là, de l'inspiration, au sens, par exemple, où Nietzsche pouvait la penser, c'est-à-dire au sens où l'inspiration, c'est d'abord quand même être attentif à toutes les subtilités, à tous les raffinements qui nous sont offerts par le réel. Oui, oui, tout à fait. Et je pense qu'en plus, ça reprend ici une ligne qui est très très importante dans l'histoire de l'inspiration, qui était aussi toute une idée qu'on pouvait être inspiré par le terrain du physiologique et par le vin bien sûr, par la possibilité aussi plus des excitants artificiels, d'un travail de recherche en ce sens, mais qui serait aussi l'idée que on peut s'inscrire dans un corps et travailler ce corps, ce qui est peut-être quelque chose dont on n'a pas tout à fait suffisamment parlé, mais qui est aussi très très important, c'est l'idée que l'inspiration n'est pas seulement le moment de l'inspiration, mais qu'il y a aussi tout un travail. Et ce travail, c'est peut-être aussi de disponibilité au monde, de réceptivité au monde, et une façon de s'ouvrir et de pouvoir inspirer amplement. Vous vous souvenez, Marianne Massin, du texte de la chanson Ivre dans Zarathustra? On va finir dessus, c'est parce que c'est trop beau. Douce lyre, douce lyre. J'aime ta note pareille à la note enivrée du crapaud. Du fond de quel passé, de quelle distance me parvient ta voix, venue de si loin des étangs de l'amour. Vieille cloche, douce lyre. Toute douleur te frappe au cœur, douleur paternelle, douleur ancestrale, douleur des aïeux les plus reculés. Ton verbe a mûri comme l'automne et l'après-midi doré, comme mon cœur de solitaire. Tu parles à présent, le monde lui-même a mûri, le raisin se dore, un parfum qui monte vers nous, secrètement, un parfum, une odeur d'éternité, le bouquet qu'un vin d'or brunit, délicieux comme un parfum de rose, le parfum d'un très ancien bonheur, du bonheur enivré de mourir à minuit, du bonheur qui chante. Le monde est profond, plus profond que le jour ne l'imagine. C'est magnifique, non? C'est magnifique. Merci, Marianne. Merci. J'aurais pu parler. Thank you.